Donc, on trouve ces coprolidiennes, eh bien, je me suis fait la réflexion qu'à Saint-Pré, on n'en a pas trouvé dans les collections. Peut-être qu'en fait, à l'époque, on n'a pas su les reconnaître parce que, bon, c'est assez informe, même si une fois qu'on les a déterminés, ça devient évident. Donc voilà, il y a vraiment ce biais du fait qu'on est sur une collecte, donc on a sans doute les ossements les plus volumineux. Et en termes finalement, ce sont des ossements d'animaux. Vous les avez évoqués tout à l'heure, tout à fait bien. On a les animaux qui sont liés au cours d'eau, donc les hippopotames, le castor. On a les animaux plutôt des plaines, comme le bison, le cheval, et tous les cervidés aussi qui sont très inféodés plutôt au milieu forestier. Alors vous voyez, ça vous permet aussi de dépeindre un petit peu les paléo-environnements via justement les biotopes de chacun de ces animaux. Et puis ce mammouth méridional. Et c'est vrai que le titre de l'exposition, fort bien choisi par la direction de l'archéologie de Chartres Métropole, eh bien, le titre des géants en vallée de l'Eure, et en effet, on a toujours des animaux qui sont de grande dimension. Même le castor est d'une belle dimension et donne lieu d'ailleurs à la détermination d'une nouvelle espèce. L'hippopotame, vous l'avez rappelé, et le mammouth méridional, il peut faire, si on s'en réfère au spécimen de Durfort qui est présenté donc à la galerie d'anatomie comparée et paléontologie du Musée national d'histoire naturelle, qui fait à peu près 4 mètres de haut. Alors, il y a deux choses, effectivement. Une chose importante, c'est que alors, on va dire fouille, si vous m'autorisez à dire fouille par défaut, cette fouille, en tout cas, ce gisement paléontologique, appelons-le comme ça, a permis donc de nommer, vraiment, a été la source taxonomique de plusieurs espèces, déjà. Peut-être qu'il faut le rappeler, qui est très important. Trois d'entre elles, donc le Mammutus meridionalis, qui est devenu en 1982, par les travaux de Michel Bédin et Yves Coppens, Mammutus meridionalis deperetti, donc une sous-espèce nouvelle, parce qu'en fait c'est un mammouth méridional qui est un peu sur la fin de son histoire. Donc vous savez, on fait une détermination de mammouth par rapport aux lames dentaires, au nombre de lames dentaires sur leur molaire, et là elles sont justement plus nombreuses que sur les espèces, enfin sur la forme un petit peu archaïque de ce mammouth méridional. Donc c'est un petit jeune, c'est un plus récent, ce mammouth méridional deperetti. Et puis on a aussi ce cervidé, cette espèce d'élan qui est un peu particulier, qui a des bois très particuliers, qui s'appelle Alces carnutorum, en référence à la cité des Carnutes, bien sûr, pour la ville de Chartres. Et puis ce castor, justement, de grande dimension. Grande dimension, ça veut dire quoi Alors, je pense qu'il faut imaginer peut-être le double de l'actuel, finalement. Voilà, on a son crâne qui est bien préservé, qui est présenté dans l'exposition que vous citiez aussi en introduction. Et alors, l'autre élément intéressant, je rebondis a posteriori sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le fait que ce soit essentiellement donc les grosses pièces, les os les plus importants qui étaient préservés, le fait qu'il y ait notamment très peu de phalanges peut participer du même manque d'attention que vous évoquiez tout à l'heure pour les coprolidiennes? Oui, tout à fait. Et puis, on pense aussi à la microfaune. C'est-à-dire que nous, on étudie les microvertébrés parce que, donc les rongeurs, parce que en fait, ils se reproduisent assez vite, leur morphologie change vite, et puis ils sont très inféodés aussi à leur biotope. Donc, s'il fait froid, s'il fait chaud, ils vont pas mal migrer, et donc sont de très bons indicateurs paléo-environnementaux. Évidemment, là, à Saint-Pré, on n'a pas du tout prêté attention à ces petites dents de rongeurs qui font quelques millimètres de long. Donc, c'était la question à laquelle vous venez tout à fait de répondre parfaitement. Donc du coup, le loup dans la bergerie ou le mammouth dans le magasin de porcelaine, c'est donc la question de l'occupation ou non humaine de ce site. Il faut peut-être faire un détour par une personne importante dont il faut citer le nom lorsqu'on évoque bien la première histoire de Saint-Pré, c'est Jules Desnoyers. Oui, qui est à ce moment-là, il est de formation naturaliste, mais il est bibliothécaire au Muséum national d'histoire naturelle. C'est d'abord un scientifique, et il est très connu parce qu'en fait, il a publié un article très important sur les cavernes qui mettait en doute un certain nombre de découvertes dans les années 1840, en considérant que le remplissage des cavernes ne permettait pas d'attester d'une chronologie de façon certaine. Et donc finalement, c'est le même individu qui semblait assez réticent à l'idée de préhistoire, va être en réalité l'un des principaux vecteurs de la reconnaissance de la préhistoire. Donc c'est intéressant également de suivre son parcours, mais c'est quelqu'un
c'est un vrai scientifique, donc en fait c'est l'accumulation, c'est les réponses aux questions qu'il se posait et les certitudes qu'il peut acquérir petit à petit qui l'amènent à changer d'opinion à cet égard. Mais on a le géologue anglais Charles Lyell qui suit également le même processus, hein, et qui d'ailleurs va intervenir sur cette affaire de Saint-Pré de manière importante. En vous écoutant dialoguer tout de suite, je pensais quand même à une chose, c'est que finalement le scientifique ne trouve que ce qu'il cherche. Et si on ne cherche pas de coprolite, on ne les trouvera pas. Donc c'est un peu la même chose pour d'autres questions. À Saint-Pré, c'est en particulier le cas pour les outils. On ne les cherche pas en tant que tel, puisque c'est un site paléontologique. Donc ce site paléontologique, on n'imagine pas que l'homme puisse être associé à ce site. Donc on veut des bêtes spectaculaires, et on en a. Et donc il se suffit à lui-même avec ce type de renseignements. En revanche, quand on va retourner en 1867 sur le site pour chercher des outils, on va en trouver. Wow. En tout cas, on va penser en trouver. Donc c'est toute la démarche scientifique, hein. Ça correspond bien au thème de l'émission. La méthode en elle-même est au fond le problème de fond de l'ensemble du dispositif. Parce que la question donc, qui se pose, et l'une des questions que va porter Desnoyers parmi d'autres par ailleurs, hein, c'est donc l'idée de savoir s'il y a eu ou non, avant même le retour en 1867, bien des marques d'activité humaine. Et donc il y a un Desnoyers trouve des traces de charriage, des strips découpes, et lui est intimement convaincu qu'il y a là des preuves de la présence humaine en même temps que ces grandes espèces disparues. Oui, tout à fait, c'est sa présentation donc en 1863 à une des séances de l'Académie des sciences. Et il fait là vraiment une présentation très détaillée de toutes les traces qu'il a observées sur les ossements. Il est allé sur le terrain, il a vu les différentes collections aussi dispersées dont vous parliez tout à l'heure. Et il a fait donc ses propres observations, un scientifique rigoureux. Il a vraiment fait ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas on fait presque pas mieux, c'est-à-dire une espèce de typologie de traces. C'est comprendre en fait d'où viennent chacune d'entre elles, parce qu'il faut discerner l'ensemble des possibles, celles qui sont éventuellement des traces d'activité humaine. Et discriminantes totalement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste difficile. Et alors, quelles traces trouve-t-il précisément ? Donc, ce que vous avez évoqué, c'est vrai qu'il distingue les traces de charriage parce qu'on est en contexte fluviatile. Donc, il faut imaginer des ossements qui se sont accumulés là, peut-être sur un méandre, parce que le cours se réduit un petit peu. Et donc, sur le bord de fleuve, les ossements sont accumulés. Ils sont donc un petit peu quand même transportés dans cette matrice. La matrice, c'est quoi? On le voit encore sur certains ossements, elle est encore adhérente. C'est ce limon, mais qui est plein de petits, justement, encore éléments de silex, de quartz. Donc, vraiment des éléments un petit peu tranchants, abrasifs, on dirait. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont circulé un peu dans cette matrice qu'ils sont un peu abrasés. Donc ça, ce sont les premières traces un peu naturelles, on pourrait dire, qui nous renseignent sur l'histoire en fait du dépôt de ces ossements. Et puis ensuite, on peut avoir des traces laissées par d'autres carnivores. Parce qu'une fois que les carcasses sont là, plus ou moins en partie conservées, eh bien elles vont attirer donc les charognards, dont l'homme. C'est intéressant aussi de se poser la question, on peut le faire sur d'autres sites qui sont donc fouillés de façon minutieuse et plus récente, mais on peut regarder quels sont les premiers qui arrivent. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'hyène justement? Et parce qu'il y a un accès aussi aux meilleurs morceaux qui est en jeu. Donc il y a un très beau site dans le sud de l'Espagne qui s'appelle Fuente Nueva 3, où on voit bien par la disposition même, parce que maintenant on fouille en prenant les coordonnées dans l'espace de tous les objets évidemment, donc on a un sol totalement en place, on a une carcasse de mammouth, on a quelques coprolites de hyènes plutôt sur le pourtour, et on a les restes des pierres taillées des industries humaines qui sont plus proches du squelette. Donc finalement, on imagine que l'homme est peut-être arrivé en premier, et surtout il y a des éléments qui manquent. Les membres par exemple manquent, donc on imagine aussi qu'ils ont dû prélever ces éléments pour les consommer ailleurs. Et pour Saint-Pré alors? Alors pour Saint-Pré, finalement les observations de Desnoyers sont tout à fait, je le disais, rigoureuses. On voit la difficulté de ce genre d'observation. La différence quand on entreprend cette démarche aujourd'hui, et c'était l'objectif de notre programme de recherche pluridisciplinaire au muséum, c'était justement d'observer de très près, parfois au microscope, donc ces séries d'ossements. Donc on a entre 800 et 1000 ossements fossiles qui se rattachent à
Saint-Pré, on a dû en observer au moins 5 ou 600 de très près parce qu'on observe ces différents types de traces et on cherche ces traces de découpe. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une belle expérience, je dirais, et puis les corpus des référentiels de comparaison. Mais on parlera dans quelques minutes de la façon dont vous avez travaillé à nouveau sur ces spécimens et sur ces traces fossiles. Peut-être un mot avec vous, Arnaud Hurel, donc présentation en 63 devant l'Académie des Sciences, retour sur le site en 67. On parle à l'époque, et je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, de l'homme tertiaire. Quelle est finalement la conception que ont à cette époque les différents scientifiques qui vont intervenir sur le site de Saint-Pré? Comment est-ce qu'on se figure cet homme tertiaire qui a été défini selon... Il y a encore trois sites hein, où on pense que ce sont les 3 marques qui permettent de le catégoriser. Alors, je disais tout à l'heure qu'on trouve ce qu'on cherche et en fait, en allant de plus en plus profondément dans cette épaisseur du temps, se pose la question de l'homme. Ça ne pose pas d'un point de vue anatomique, hein. On n'est toujours pas dans l'idée de savoir à quoi il ressemblait. En revanche, se pose la question de remplir ces 3 critères que j'évoquais tout à l'heure autour de l'Arte. Il manquait un élément qui était celui de l'industrie. Alors effectivement, on a des sites en France, au Portugal par exemple, ou en Italie, qui ont fourni des industries, en tout cas ce qu'on considérait être des industries, c'est-à-dire des pierres taillées, ou en tout cas considérées comme taillées, dans des gisements très anciens. Donc retourner à Saint-Pré, c'est peut-être aussi avoir et la faune et les outils et les traces de découpe, et donc ce serait un site tout à fait intéressant. Alors en fait la création de l'homme, j'emploie le terme de création parce que c'est une vraie création, hein. Vous avez en fait 2 individus qui sont derrière cette idée d'un homme tertiaire. C'est en France, c'est tenu par l'abbé Bourgeois, hein, qui est un prêtre de la région de Vendôme et qui est très actif et qui a mis au jour un grand nombre de sites paléontologiques et préhistoriques dans cette région, et qui est un véritable expert, hein. J'évoquais tout à l'heure Moulin-Quignon, il est appelé comme témoin par Jacques Boucher de Perthes pour l'affaire de Moulin-Quignon, donc il a des compétences qui sont reconnues, et il y a un autre individu qui est Gabriel de Mortillier, et donc Gabriel de Mortillier, lui, est attaché de conservation, on dirait maintenant, au musée des Antiquités nationales, devenu maintenant musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, et ce sont 2 points de vue différents par rapport à l'homme tertiaire. C'est-à-dire que pour l'abbé Bourgeois, il est possible qu'un homme ait pu exister au tertiaire, c'est-à-dire il y a très longtemps. Alors, on ne va pas dater, on ne va pas mettre d'années, on ne va pas mettre de millions d'années ou de centaines de milliers d'années, c'est il y a très longtemps. Il a pu exister, donc il veut juste démontrer cette continuité, c'est-à-dire que de tout temps, un homme finalement a existé sur la Terre depuis que la vie est présente. Et puis Gabriel de Mortillier, de son côté, lui, dans une démarche qui est un peu différente. Alors on pourrait taxer, en étant très schématique, la démarche de Bourgeois de spiritualiste. Donc il part du principe d'unité de l'espèce humaine, de création divine. Et puis Gabriel de Mortillier, qui est à l'autre bout de l'échiquier philosophique, est plutôt dans l'idée qu'il y a, j'allais employer le terme d'évolution, mais qui n'est pas le mot juste parce qu'il est très connoté, très relié soit à Marx, soit à Darwin, mais une espèce de transformisme dont le moteur est le progrès, qu'il soit biologique ou culturel ou moral. Et pour lui, finalement, il est nécessaire qu'un homme apparaisse, une espèce de chaînon manquant, dirions-nous, entre l'animal et un homme plus proche de nous, anatomiquement en tout cas, et culturellement en tout cas. Et donc il a besoin de cet homme tertiaire. Et donc il va le créer sans le moindre ossement. Il va le créer parce qu'il en a besoin intellectuellement pour sa propre théorie, pour sa propre chronologie. Un peu après notre affaire, en 83, hein, c'est ça ?